Messieurs, dames, bienvenue dans ce format où on parle bagnole. Et aujourd'hui, on va parler d'une catégorie de course que je trouve incroyable. On va parler de la course de côte. Le high climb en américain, c'est encore plus stylé. Et donc, je vais vous montrer ce que c'est que ce sport mécanique, même si c'est pas que, mais on verra ça après. Et je vais vous raconter une deux petites anecdotes croustillantes là-dessus, parce qu'il y en a franchement beaucoup. Alors, du coup, le high climb ou course de côte en français. Donc, bah, en gros, l'objectif, c'est de courir sur une côte. Incroyable, hein, de monter une côte. High climb, course de côte. Incroyable. Et du coup, bah, en fait, le truc, c'est que pour beaucoup, c'est arrêté à seulement la voiture ou à autre véhicule mécanique, mais pas du tout. Les premières courses de côte, bah, elles étaient à pied. Parce qu'en fait, bah, les voitures n'étaient pas encore trop élaborées à ce moment-là, puisque la première course de côte, eh ben, c'est la course de la Turbie qui s'est déroulée le 31 janvier 1897. Vous vous rendez bien compte que l'automobile n'a même pas été inventée une vingtaine d'années avant. Et ben, en fait, le truc, c'est qu'il y avait quand même déjà des bagnoles, même si c'était beaucoup de vélos ou de piétons, en fait, de gens qui juste couraient. Et ben, en fait, le truc, c'est qu'il y avait déjà des tricycles à moteur. Alors, c'était pas encore des voitures, c'était des tricycles, parce que, bah, bon, vous voyez, par exemple, la Paterwagen, qui est la première voiture de l'histoire, en fait, un moteur à vapeur avec trois roues, hein. Bah, voilà, c'était ce type de véhicule. Et c'est monsieur André Michelin, donc, pas du tout non, inconnu ce mec. Donc monsieur André Michelin qui, avec, donc du coup, voilà, pareil, un tricycle à moteur de 15 chevaux, ben, en fait, va prendre les 17 kilomètres que fait la course et va les grimper tranquillement. Donc il va dépasser les 30 km/h de moyenne. On parle de 1897, hein. C'est-à-dire que la voiture n'existe même pas vraiment, hein. Franchement, fort. Fort, fort, fort. Mais voilà, donc ça c'était la première course. Et d'ailleurs, ben, les courses de côte sont globalement ce qu'il y a de plus vieux en fait dans l'automobile avec Le Mans et d'autres trucs. Mais vraiment, c'est extrêmement vieux. Ça se fait depuis très longtemps. Donc il y aura des images, mais voilà. Donc là, la seule et unique image donc du coup de cette course que je viens de montrer, donc la course de la Turbie, elle est là où on voit donc du coup donc c'est pareil, donc des tricycles à moteur là. Donc on voit un tricycle à moteur au centre de l'image. Et c'est globalement tout en fait, hein, parce que c'était ça qui dominait par rapport à l'humain. Mais du coup, il y avait bel et bien des coureurs à pied et des vélos. Et il y avait du coup ça, donc des tricycles à moteur. Et c'est assez cocasse en vrai. Mais ça devait être bien cool. Ça devait déjà être une sacrée animation pour l'époque. Mais la vérité, c'est qu'on s'en fout un peu de ça. C'est le début, c'est le commencement. Bon, voilà. Et le véhicule qui a gagné faisait 15 chevaux. Bon, c'est pas mal en vrai pour l'époque. Mais on s'en fout un peu, on va pas se mentir. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est. Enfin, moi, en tout cas, ce que je trouve intéressant dans ce genre de course, c'est l'interprétation de ces courses. Parce que, eh ben, en fait, les voitures de course de côte, comment dire? En fait, il y a deux manières de les voir. Il y a la manière américaine et il y a la manière européenne. Parce que, encore en Europe, alors d'ailleurs, les courses de côte en Europe et en Amérique, c'est pas du tout la même chose, hein. Enfin, c'est la même chose sans l'être, en fait. Mais le truc, c'est que en Europe, on a des voitures préparées, mais pas non plus trop. Enfin, quoique, ouais, bon, je me contredis moi-même, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, aux États-Unis, ils ont une vision de la course de côte qui est démoniaque. C'est bon. Bah, déjà, on peut parler du Pikes Peak. Quand tu sais que cette course a une catégorie illimitée, c'est-à-dire une catégorie où en fait, bah, tu peux prendre ce que tu veux, tu lui fous ce que tu veux, peu importe l'empattement des roues, peu importe les slicks que tu as, peu importe le moteur que tu as, peu importe. Tu peux venir avec une turbine d'Eurofighter, les mecs s'en foutent. En bref, c'est incroyable. Du coup, les gens se ramènent avec des prototypes, bon, parfois faits à la main, parfois des déclinaisons de véhicules de course, hein. Audi, Peugeot, bonjour. Mais franchement, ça donne des trucs très intéressants, des prototypes très intéressants. Il y aura des extraits qui passeront tout au long de la vidéo, bien évidemment. どうですかさーっと、豪快な走り、見てる方は気持ちいいんですけどね、さあそれがタイムにあーっと苦しいですよね。テールが流れてしまう。頑張ってほしいですね。タイヤが苦しく
Et du coup, on reviendra sur cette course, le Pikes Peak, parce que c'est permis beaucoup de démocratiser cette discipline qui est la course de côte. Mais ça me permet plutôt de faire un pont en parlant des bagnoles pour vous dire qu'en fait, ce qui différencie ça du rallye, parce qu'il y en a beaucoup qui pourront me dire: «Ah bah oui, en fait, le truc, c'est que en rallye asphalte, tu vois, c'est la même chose, c'est-à-dire que ils ont un point A, un point B et parfois il y a de la côte, du coup, voilà, c'est bon». Non, pas du tout, parce que déjà, les courses de côte, ça a pour objectif d'être vraiment que de la côte, c'est-à-dire que c'est du gros dénivelé. Tu pars à un point donné, on va dire le point zéro, et tu peux monter des kilomètres d'altitude parfois. Alors bon, en rallye, ça y est aussi, mais moins quand même. Les courses en asphalte, en général, en rallye, c'est plutôt, bon, pas du plat, mais voilà quoi. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé, surtout le dénivelé n'est pas constant. Parfois, il peut y avoir des montées et des descentes dans la même spéciale. Non, là, vraiment, les courses de côte, c'est de la côte, c'est-à-dire c'est en limite une route de montagne. Et voilà. C'est déjà ça qui différencie. Et surtout, en fait, ce qui différencie le plus la course de côte et le rallye, et c'est pour ça que je trouve ça incroyable aussi, c'est les réglementations, puisque en course de côte et même en Europe, en vrai, il n'y a pas beaucoup de règlements. C'est-à-dire que, en fait, tu peux venir avec globalement ce que tu veux. Voilà, voilà, voilà. Donc il y a des catégories Formule 1, il y a des catégories 4 roues, il y a des catégories voitures. Enfin, tu viens avec ce que tu veux. T'en as, ils viennent avec des kartings, et d'accord. T'en as, ils viennent avec des Formule 1, bah si tu veux. Avec des monoplaces d'ailleurs, tout court. Enfin, c'est si tu veux. Tu peux venir avec globalement n'importe quoi, tant que ça a 4 roues. Et encore, parfois, des véhicules en ont 3, ou d'autres plus, bref. C'est vraiment une interprétation de la course assez particulière et qui est extrêmement différente de ce qu'on a habituellement en Europe, même si en Europe, il y a beaucoup de choses qui sont comme ça. Et du coup, je peux vous passer deux trois des véhicules les plus agressifs possibles que l'on peut voir en high clim. Mais sinon, en fait, le truc, c'est que pourquoi est-ce que ces véhicules sont customisés comme ça? C'est une bonne question. Parce que là, je sais pas si vous en avez vu, mais tous ces véhicules, ils ont des ailerons de la mort et des pare-chocs incroyables avec des spoilers de fou. Mais pourquoi, en fait? À quoi ça sert? Alors, déjà, il faut savoir un truc. Les courses de côte, donc comme vous venez de les voir là, donc ça, c'est vraiment le top max, hein, c'est-à-dire que ça se passe généralement aux US, dans des courses comme ouais, aux US, non, même pas forcément, mais c'est toujours les plus grosses catégories, en fait. Et le truc, c'est qu'il y a un moment où pour être rapide, il y a pas de secret. C'est bien d'avoir un gros moteur, mais aussi avoir de la pneumatique. Et alors vient là l'invention du pneu slick. Les slicks, c'est des pneus qui, en gros, ont la capacité d'accrocher au sol. Enfin, voilà, je vous la fais de manière simple. Il y a plusieurs types de slicks. Et en fait, le problème d'un slick, c'est que plus il accroche, plus il se détruit vite aussi, en fait. Donc c'est pour ça qu'en endurance, ils n'ont pas les mêmes slicks que en course de côte. Parce que non, en fait, le truc, c'est que ça serait n'importe quoi. Vous mettez des pneus de course de côte sur une Formule 1, ça donne des trucs de fou. Mais le truc, c'est que ils peuvent pas faire ça parce que une course de côte, ça dure quoi? 5 minutes au grand max? Alors que, par exemple, un GP de Formule 1, ça dure 2 heures. Et encore, ils doivent changer les pneus plusieurs fois. Mais donc, en fait, le truc, c'est que les pneus slick de course de côte sont ultra grippants, vraiment. On peut passer une puissance quasiment illimitée dans les virages. Donc, ça donne vraiment des voitures avec des préparations incroyables, comme on vient de le voir. Mais en fait, le truc, c'est que tu peux pas faire plus. Enfin, tu ne peux pas mettre ces pneus-là sur d'autres catégories parce que sinon, ce serait simplement inutilisable. Parce que après un tour après une montée, en fait, les pneus sont quasiment morts déjà. Donc en fait, ce n'est pas du tout endurance, c'est vraiment dans le sprint, full sprint. Donc déjà, il y a ça qui permet du coup ces customisations et cette préparation incroyable. Mais aussi, pareil, il faut de l'appui aéro. En fait, le truc, c'est que plus les voitures montent la côte, plus elles se prêtent de l'air sur la gueule. C'est normal, elles montent en altitude. Donc du coup, les mecs se sont dit, pour trouver encore plus de grip qui permettrait d'économiser les pneus, et en fait, on va mettre des ailerons énormes qui va donner de l'appui aéro à fond. Et en fait, ça donne du coup des voitures qui peuvent passer des puissances énormes dans des courses où il y a finalement beaucoup de virages.
Et donc, du coup, bah, ça donne pareil, bah, des voitures avec des énormes ailerons et des lames à l'avant qui sont incroyables. Alors maintenant, on va passer à la plus grosse rivalité qui s'est passée sur une course de côte. On va parler, messieurs, dames, du duel entre Peugeot et Audi au Pikes Peak. Parce que du coup, le Pikes Peak, c'est littéralement le sommet de la course de côte. C'est la course de côte la plus connue. Bon, je vais pas vous faire son histoire parce que franchement, on s'en fout un peu. Mais tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'en gros, à la base, cette route, donc la route du Pikes Peak, n'existe pas. C'est-à-dire que, bah, en fait, c'est juste un hôtel. Sauf que le truc, c'est que le gars qui gérait cet hôtel, il s'est dit, bon, bah, au lieu d'y aller à pied, venez, on fout une route. Donc, bah, du coup, il a foutu une route en terre. Et du coup, le Pikes Peak, c'était de la terre un peu. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que le Pikes Peak, ça fait 21,7 km. Donc, bah, c'est très vite devenu une attraction touristique. Mais au tout début, en fait, c'était uniquement américain avec des locaux qui avaient des prototypes assemblés à la main, qui étaient jamais réellement performants et qui parfois finissaient même pas la course, en fait. Mais le truc, c'est que, ben, en fait, le Pikes Peak, c'est tellement haut. En fait, il a très vite fallu avoir des énormes puissances. Et d'ailleurs, ben, par exemple, les Audi Quattro S1 Pikes Peak, S1 et 2 Pikes Peak, et les 405 T16 Pikes Peak, et ben en fait, elles atteignaient les 900 chevaux presque. Tout ça pour une bonne raison, c'est qu'en fait, ben, en bas, tu les as les 900 chevaux, mais en haut, vu qu'il y a moins d'air, enfin plutôt que l'air est plus comprimé, ben en fait, tu passes de 900 chevaux à 400 ou à 500. Donc en fait, le truc, ben, c'est que tu perds littéralement de la puissance en montant. Et c'est d'ailleurs pour ça que le record actuel, toute catégorie confondue, est détenu par une voiture électrique. Parce que ben, le moteur électrique n'a pas les contraintes que doit avoir un moteur thermique. Ça paraît logique. Et donc, dans les années 80, tout le monde se met la gueule en Europe. Et en fait, le truc, ben, c'est que le groupe B est interdit en 1986. Donc, il faudrait que je fasse un épisode sur le groupe B. Il faudrait, je sais, I know. Mais du coup, ben, en fait, ça a fait un battle royal. Tout le monde est mort. Et le truc, bah, c'est qu'en fait, tous, ils ont des bagnoles dont lesquelles ils ont mis des énormes billets, mais genre vraiment quand je dis des énormes billets, c'est des énormes billets. Et du coup, bah, en fait, tout le monde va essayer de trouver un peu euh, où engager leurs véhicules qui ne peuvent plus engager nulle part en fait. Et du coup, bah, Audi vont trouver ça là, le Pikes Peak. Peugeot va trouver ce qu'on appelle le Paris-Dakar, qui est pareil connu et qu'il faudrait que je vous en parle. Donc Peugeot va trouver le Paris-Dakar, pareil Porsche va trouver le Paris-Dakar, bref. Tout le monde va trouver un petit moyen d'homologuer cette voiture, ces prototypes finalement qui servent plus à rien, en fait, qui peuvent plus être utilisés. Et il y a un moment, bah, en fait, tout le monde voit là un peu cette course et tout le monde se dit mais il y a une catégorie limitée dans là, cette course de con là. Oh, mais ça me paraît pas mal, dites-moi. Et paf, bah, c'est comme ça que du coup, Audi va s'engager au Pikes Peak. Ils vont voir qu'il y avait une petite course à la con, qu'il y avait une catégorie limitée. Ils ont une bagnole qui peuvent engager nulle part, nickel, paf. Et du coup, bah, Audi va aller détruire les records locaux en battant de presque 10 minutes le précédent record, donc avant celui de l'Audi Quattro. Et c'est en 1988, messieurs, dames, que sort une petite vidéo légendaire qui se nomme I Climb Dance, qui a été réalisée par l'équipe Peugeot Talbot Sport. Donc, sous l'impulsion de monsieur Jean Todt, donc pareil, qui est un gars qu'il faudrait que je vous parle. Il y a trop de trucs à parler dans l'automobile, je suis désolé. Et du coup, en fait, bah, ce gars donc, va proposer de faire un petit film où on voit donc monsieur Harry Vatanen et une petite voiture pas connue, genre vraiment pas, genre, quoi, 405 T16. Ah ouais, pas mal. Et en fait, ben, on va voir du coup Harry Vatanen et sa 405 T16 remonter le Pikes Peak, pardon, mais d'une manière magistrale avec une image légendaire où on le voit en fait quasiment tout en haut en fait. Et le truc, c'est qu'il a le soleil qui lui arrive. Et c'est une voiture de course, il n'y a pas de pare-soleil, bien évidemment. Et du coup, le soleil arrive, il ne voit plus rien, et il met sa main, et il tient une 405 de presque 900 chevaux à une main. C'est incroyable. Je suis désolé, cette image, je vais la mettre, hein. Mais c'est une image légendaire, peut-être pareil, top 3 des images les plus légendaires de tout l'automobile. Et vraiment, c'est incroyable. En fait, pour la petite anecdote,
Bah, le truc, c'est que le film a été tourné le matin. Et en fait, bah, le truc, c'est qu'ils n'avaient pas prévu qu'il y ait le soleil. Enfin, à la base, le film ne devait pas être tourné le matin, du coup. Ils n'avaient pas prévu que le soleil arrive pour gêner Arrive à Tannen, et du coup, la 405 n'avait pas de pare-soleil. Donc voilà. Parce que bien évidemment, c'était tourné en plusieurs prises. Mais du coup, Vatanen arrive et va prendre le record à Audi en le détruisant. Voilà, voilà. Mais je trouve ça incroyable. Vraiment. En plus, ces deux caisses, elles ont des gueules incroyables. Donc, du coup, la 405 T16 Pikes Peak et l'Audi Quattro S1 E2 Pikes Peak. Pareil, c'est des caisses qui ont une gueule de fou avec ses ailerons. Mais regardez ça. La Quattro, elle a un aileron sur un aileron. C'est pas quoi? Genre, à l'avant, vous voyez, il y a le spoiler de l'Audi Quattro de groupe B. Hein. Ils ont remis un truc dessus, mais c'est exceptionnel, je suis désolé. Pareil, la 405, elle a une lame à l'avant. À ce niveau-là, on peut dire une lame. Hein. Ça s'appelle un spoiler, mais on peut dire une lame. Hein. Vraiment, c'est un truc. C'est énervé, voilà. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, pour ceux qui ne le savaient pas, il y a existé une 205 T16 Pikes Peak, parce que là, du coup, on voit la 405. Mais en fait, le truc, bah, c'est que la 205 avait déjà participé au Pikes Peak. Parce que vous savez, donc, sur le groupe B, bah, c'était la 205 T16, donc, qui courait au groupe B et qui a couru au Paris-Dakar. Mais en fait, après que la 205. Enfin, pardon, avant que la 205 Grand Raid se fasse remplacer par la 405 Grand Raid, eh ben, Peugeot avait déjà fait des essais. Et du coup, bah, en fait, la 205 T16 avait été adaptée au Pikes Peak. Et du coup, bah, en fait, après, ils sont passés sur la 405 pour promouvoir la 405. Donc, on a eu la 405 Grand Raid au Dakar. Et on a eu la 405 Pikes Peak, donc au Pikes Peak. Bon, après, on peut aussi vite faire un petit tour de 2-3 véhicules improbables qui ont eu existence au Pikes Peak. Par exemple, le camion de Pikes Peak. Oui, il y a des catégories camions au Pikes Peak. On est aux US à un moment. Il y a eu ça. Il y a eu le Toyota Takuma, qui est un pick-up de 808 chevaux. Voilà, voilà. On avait pareil l'Escudo Pikes Peak. Alors, donc, c'est un Suzuki Vitara. Hein. Mais en fait, le truc, c'est qu'il a été préparé de manière à ce qu'en fait, genre, vous voyez, la Bugatti Veyron, elle a un rapport par puissance de 2. C'est-à-dire que bah, c'est un cheval qui va porter 2 kilos de la voiture. L'Escudo Pikes Peak, elle a un rapport par puissance de 1. Il y a 2 putains de Bugatti Veyron dans une Escudo Pikes Peak. Enfin, techniquement. Et bah, ça, en fait, c'est la preuve d'une chose. C'est qu'en fait, c'est littéralement le début de l'automobile, le sport mécanique qui a littéralement relevé tout le défi et dépassé toutes les limites. D'une course où c'était littéralement des piétons qui devaient juste courir à maintenant des véhicules d'une puissance absolument absurde dans une efficacité incroyable. Effectivement, je pense que l'extrême de l'histoire de l'automobile peut se résumer en deux côtes. Et franchement, bah, c'est vraiment un sport mécanique que je trouve sous-coté de fou. Et en vrai, il y a tellement de trucs intéressants à voir. Malheureusement, il n'y a pas de retranscription télé à ma connaissance. Faut aller les voir en vrai, mais j'ai pu en voir quelques-unes et c'était vraiment incroyable. En bref, la course de côte, c'est pas connu. Qu'est-ce que c'est cool. Et puis bon bah voilà les amis, c'était MRFull pour vous parler de la course de côte. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et puis bah écoutez, à plus.